Une trentaine de morts en moins de 3 mois à l'issue de 3 attaques dans le nord du pays. Plus de doute, le Togo à son tour est touché par le phénomène du terrorisme. Dans les préfectures endeuillées, on assiste au premier déplacement de population. Alors, question, que faire? L'état d'urgence décrété dans la région des Savanes va-t-il suffire pour endiguer ce fléau? Quel doit être l'apport de la classe politique? Nous évoquons toutes ces questions avec notre invité de la semaine, Jerry Komandega Tama. Bonjour, monsieur Tama. Bonjour. Comment allez-vous? On est dimanche, il fait beau à Lomé, donc je vais bien. Malgré les attaques terroristes, pas très loin de votre village. Maintenant, si vous demandez dans quel état d'esprit je suis par rapport à ce qui se passe dans le pays, je suis bien entendu très triste et en mode vigilance. Parce que quand vous subissez des attaques de l'ampleur de ce qu'on voit aujourd'hui au nord du pays, on ne peut pas penser que ça ne peut pas arriver même dans les parties méridionales comme dans Lomé où je suis actuellement. Donc oui, par rapport à cela, si c'est mon état de santé, je vais bien, mais si c'est par rapport à mon état d'esprit, c'est vrai que je suis très inquiet. Merci. Nous rappelons aux fidèles téléspectateurs qui sont au rendez-vous qu'ils peuvent d'ores et déjà nous écrire. Vous connaissez le contact via WhatsApp. Envoyez-nous vos questions. Que pensez-vous de ce phénomène de terrorisme à votre avis? Que faire pour endiguer le phénomène? Plus 228 96 46 10 31. Je vous le rappelle, le contact plus 228 96 46 10 31. Écrivez-nous, envoyez vos questions et l'honorable député invité de cette semaine, Jerry Tamas, fera le plaisir de vous répondre dans la seconde partie de cette émission. Jerry, je rappelle que vous êtes le président du NET, le nouvel engagement togolais, parti politique, représenté à l'Assemblée nationale. Vous êtes même président d'un groupe parlementaire, NET PDP. Et vous venez donc de céder votre fauteuil au CPC, le cadre permanent de concertation, qui est un cadre de discussion des acteurs politiques. Bon, disons que je n'ai pas encore cédé parce que le prochain numéro, le bureau n'est pas encore mis en place. Mais on avait pris des mandats rotatifs. Donc du coup, j'ai été élu en avril. Mon mandat est fini au mois de juin. Donc normalement, en ce mois de juin, on aurait dû mettre en place un nouveau bureau. Des contingences comme celle dont vous êtes en train d'évoquer font que ce bureau n'est pas encore mis en place. Donc je suis, on peut dire, président par intérim ou bien par continuation, le temps que le nouveau bureau soit mis en place. Ou pas glissement. Ou pas glissement, si vous voulez. Ma première question, Jerry, comment le Togo est-il arrivé à être touché par ce phénomène djihadiste? Donc, quand vous posez la question comme ça, on dirait qu'on a fait exprès d'être touché. Le phénomène aujourd'hui est un phénomène d'abord planétaire. Et quand on prend à l'échelle africaine, c'est un phénomène continental. Vous avez des djihadistes en Afrique de l'Ouest, que ce soit Boko Haram, que ce soit donc l'État islamique au Grand Sahel, non, le groupe de soutien à l'État islamique, ou l'État islamique au Grand Sahara, ou alors le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc, vous les avez dans le Sahel, mais quand vous allez plus à l'Est, vous avez les Chebabs, aujourd'hui qui occupent complètement toute la corne de l'Afrique. Donc c'est un phénomène, on va dire, planétaire, mais continental. Et il était évident quand on regarde le pourrissement de la situation dans les 3 grands pays qui sont donc le Niger, le Mali et le Burkina Faso, il était évident que tôt ou tard on serait touché de plein fouet. Mais quand vous prenez en réalité les premières attaques, ne datent pas d'hier. Il y a de cela 2 ans, on a déjà déjoué des attaques. Même déjà en 2019, il y a des attaques qui ont été déjouées. C'est vrai que maintenant l'ampleur est plus importante et on déplore quasiment tous les mois des attaques avec malheureusement des morts. Oui, mais vous parlez aussi comme si c'était une fatalité. C'est quasiment une fatalité aujourd'hui en Afrique. C'est quasiment une fatalité parce que c'est une nébuleuse qui fait quoi? C'est tant qu'on ne fait pas de la relation entre le terrorisme et la précarité, ça veut dire qu'on a tout faux. C'est une nébuleuse qui s'appuie aujourd'hui sur la précarité, la misère qu'il y a dans les populations. Et comme cette misère-là est la chose la plus partagée en Afrique de l'Ouest, il est évident que quand vous prenez des jeunes, aujourd'hui vous savez par an au Togo, dans un pays comme le nôtre, on a entre 70 et 100 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi, et que quand on prend ce que la fonction publique propose, c'est entre 3 000 et 5 000,
Donc vous avez quasiment 65 000, voire même une centaine de mille. Deux personnes qui viennent sur le marché de l'emploi, ce n'est pas uniquement Lomé, hein, mais sur l'ensemble du territoire. Et quand ces jeunes-là sont dans la précarité, mais sur l'ensemble des informations qu'on a, c'est que ces groupes dont j'ai parlé tout à l'heure payent leurs combattants. Donc quand vous mourrez de faim et que quelqu'un vous propose de payer et de mettre dans votre main ce qu'on appelle une arme de dissuasion, qui est une Kalachnikov, grâce à laquelle vous pouvez manger, grâce à laquelle vous pouvez dormir où vous voulez, mais il est évident que les jeunes sont attirés par là. Donc, pourquoi je dis que c'est une fatalité, c'est que beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui sont marqués par la pauvreté qui est très importante. Et quand ces personnes-là arrivent et font miroiter des lendemains meilleurs, en ajoutant en plus maintenant un langage religieux, les fameuses vierges qui vous attendent quand vous partez de l'autre côté. Donc, mais il est évident que les gens sont attirés. Maintenant, vous ajoutez les phénomènes de corruption, les phénomènes d'injustice qui peuvent exister entre des différentes sociétés. Vous avez une cocotte minute qui est prête à exploser. Et moi, depuis 5 ans, je disais, ça va nous arriver, ça va nous arriver. La question, c'est de savoir quand est-ce que ça va nous arriver et comment est-ce qu'on va traiter ça. Mais sinon, là où vous avez la misère, vous avez le terrorisme. Oui, mais quand vous analysez un peu le calendrier de déroulement de ces attaques qui ont commencé concrètement avec les premiers morts en mai, en quelques semaines, le Togo a connu 3 attaques d'ampleur avec mort d'hommes, une trentaine, je l'ai rappelé dans mon introduction. Mais quand on met en relation ce calendrier avec le rôle que le Togo a joué un peu dans la crise malienne ces derniers temps, est-ce qu'on ne peut pas supputer qu'il s'agit quand même d'une opération de vengeance de ces djihadistes qui ne sont pas contents du rôle de plus en plus de leader que le Togo tente de jouer dans la crise écoutez, malienne. vous avez tous les pays de la CEDEAO qui ont comment on appelle ça, qui ont des troupes au Mali, puisque la première phase. Le Togo est un des pays avec des troupes régulières et importantes. Non, mais nous, de tous les pays, le Bénin a des troupes régulières, le Ghana a des troupes régulières. Vous savez, sur la première phase, quand les colonnes djihadistes descendaient sur Bamako, il fallait mettre en place une première riposte avec le Serval du côté français. Tous les pays de la CEDEAO ont automatiquement envoyé des troupes. Le Togo, certes, était le premier. Mais aujourd'hui, s'il y a une tentative de revanche, d'abord, cette revanche, elle est sur l'ensemble des pays. Mais ce que je voulais rappeler, c'est que l'intervention du Togo, c'est vis-à-vis de la CEDEAO. C'est pas vis-à-vis, c'est pas contre les groupes terroristes. Le Togo a fait un lobbying pour peut-être permettre à ce que les deux parties, et on est heureux aujourd'hui pour l'ensemble des parties, on a fait déjà des émissions ici sur ce qui s'est passé au Mali avec la CEDEAO, mais le Togo a joué un rôle par rapport à ça. Et puis je rappelle que de toute façon aujourd'hui le Bénin aussi déplore des morts. Le Bénin n'a pas été appelé à intervenir dans le cadre du règlement du conflit au Mali. Donc je ne pense pas que ces gens-là soient dans ce type de stratégie. C'est des gens aujourd'hui qui ont besoin de l'insécurité pour pouvoir faire leur business. Point. Ils ont besoin de l'insécurité pour pouvoir faire leur business. Il y a des gens qui ont une idéologie religieuse, bien entendu, ceux qui sont affiliés par exemple à Al-Qaïda ou à l'État islamique, mais la plupart des autres, ils ont besoin de créer une situation de no man's land. Vous savez, nous avons eu à l'époque avec le CPC une rencontre avec le ministre de la Sécurité qui nous avait expliqué à l'époque déjà que le fait que ces groupes armés s'attaquent du côté du Burkina Faso à quasiment tous les postes qui existaient, les forces burkinabées se sont repliées sur Kopienga. Donc laissant une sorte de no man's land de 30 km de profondeur où ils opèrent en toute tranquillité. Et aujourd'hui, quand vous regardez, on en parlera peut-être dans l'émission, quand vous regardez ce qui est en train de se passer dans le Nord Togo, où beaucoup de populations sont en train de quitter la zone frontalière, c'est que c'est à peu près leur objectif. Créer un état de non-droit, et une fois que ce serait comme ça, ils vont pouvoir faire tout le trafic. Aujourd'hui, tout le monde sait que la drogue, par exemple, qui inonde l'Europe, passe par l'Afrique de l'Ouest, monte, ensuite dans les pays du Sahel, repasse par la Libye pour inonder l'Europe. Donc, il faut être peut-être parfois naïf, il faut penser que c'est des gens qui font le coup de feu, rien que parce qu'ils ont des revendications. La preuve, c'est que si vous demandez au fond quelles sont les revendications, on a eu donc 3 attaques, comme vous venez de le dire. Est-ce que des gens l'ont revendiqué?
Non. La première qu'on avait eue avec La mort de Akulungashi. 8 soldats Voilà, a été Akulungashi. revendiquée par le JNIM. Voilà. Mais si je prends les 2 ou les 3 autres qui sont passés tout récemment, il n'y a pas de Il n'y a revendication. pas encore de revendication, mais Ben, souvent, ils revendiquent dans les 48 heures. les forces armées togolaises seraient une des armées les mieux formées de la sous-région. Mais pourquoi elles n'arrivent pas à barrer la route aux terroristes, à anticiper sur ces événements? Les États-Unis sont la première armée du monde. Ils n'ont pas pu gagner la guerre en Afghanistan. Personne ne gagne la guerre dans un conflit asymétrique. Pourquoi? Pour une raison très simple. La différence entre un paysan et un combattant, c'est juste une Kalachnikov. C'est-à-dire que quand il a tiré, s'il enterre la Kalachnikov, c'est un paysan. Comment vous faites contre ça? C'est ça le gros problème. Dans un conflit asymétrique, vous avez les populations civiles qui sont potentiellement combattantes. Et donc, pour gagner cette guerre, la seule méthode qu'on peut utiliser, l'Algérie l'avait fait à l'époque contre le fils, ben, c'est Le Front islamique du Sali. voilà, c'est d'utiliser des méthodes qui sont cruelles. C'est-à-dire que c'est ce que les terroristes se permettent, un État ne peut pas se permettre. Un État ne peut pas se permettre de torturer des gens. Un État ne peut pas se permettre de faire des tirs dans les populations. Parce que automatiquement, vous soulevez un tollé. Eux, ben, ils rentrent aujourd'hui, moi j'ai fait mon mémoire de master sur la guerre en Somalie. Mais ce que les gens ils faisaient, ils venaient avec les femmes, ils sifflaient, les femmes s'écartaient, ils tiraient, ils resifflaient, les femmes se remettaient devant. Vous faites comment? Si vous tirez, c'est que vous avez tué des femmes. Ben, vous ne tirez pas de toute façon, vous prenez les balles. Donc c'est extrêmement compliqué de gagner une guerre asymétrique, surtout quand les gens d'en face sont aussi déterminés. La chose qui finit par arriver, c'est les accords. Vous finissez par trouver un accord politique et le problème se règle. Mais sinon, je ne connais pas de pays où... Mais les forces armées togolaises avaient l'avantage de voir venir la situation. Non, vous savez, là peut-être vous avez oublié de préciser dans votre présentation que je suis un ancien officier des forces armées togolaises. J'ai quitté l'armée au grade de capitaine. J'ai assisté, que ce soit sur le plan national ou international, à des missions, pour certains qui étaient des missions de formation et pour d'autres des missions de combat. Mais quand vous prenez la région du Nord, c'est que c'est une région, comme son nom est assez révélateur, c'est la région savane. Et dans la savane, vous avez, c'est une étendue toute plate, avec des constellations de petits villages. Vous savez, parfois vous avez 4 petits hameaux, et ça fait même pas 4 petits hameaux, 4 petites cases qui te font un village. Donc vous avez toute cette constellation de petits villages, et comment vous faites pour les protéger? C'est-à-dire que là, au nord, on a à peu près 100 km de front. Mais comment vous faites pour les protéger? Et sans compter ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, la colonisation a fait qu'on a déterminé les frontières au cordeau. Vous avez aujourd'hui dans la région du Nord des populations qui ont leur champ du côté du Burkina, comme il y a des populations du Burkina qui ont leur champ du côté du Togo. En réalité, c'est quand vous êtes avec un paysan, en marchant avec lui, un moment il te dit que là on est en train de franchir la frontière. Parce qu'elle n'est pas, dans beaucoup d'endroits, c'est pas la frontière Corée du Nord, Corée du Sud, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas matérialisée. Parfois, c'est les gens qui vous disent non, là, on vient de franchir le Togo, on est au Bénin. Donc, la protection d'une telle zone est compliquée, d'autant plus que, malgré tout ce qu'on dit, les mouvements des populations ne sont pas toujours des mouvements de nationalité. C'est-à-dire que quand quelqu'un quitte le Togo pour aller dans son champ au Bénin, au Burkina Faso ou bien au Bénin, c'est la même chose, mais il revient le soir. Donc, pour contrôler toutes ces personnes, c'est extrêmement compliqué. Ce qui fait que, sauf à mettre un militaire derrière tous les paysans, tous les hameaux, ce qui nous prendra sans aucun doute des milliers et des milliers de militaires. Et puis, vous savez aussi que ces personnes-là, plus il y a du monde, plus vous voyez ce qu'ils font avec les mines, hein, ce qu'on appelle les engins explosifs improvisés, voilà, les EI. Donc, au fait, plus les gens sont nombreux, plus ils frappent là où les gens sont nombreux. Donc, je ne pense pas pour le moment que les forces armées togolaises ne soient pas fortes à la tâche. Parce que quand vous regardez en comparaison ce que, par exemple, Barkhane a pu subir pendant longtemps, quand vous regardez ce que la MINUSMA, je rappelle aujourd'hui que quand vous prenez dans le temps, nous avons perdu plus de militaires au Mali qu'au Togo.
Nous avons perdu 17 militaires au Mali. C'est vrai qu'on va dire que c'est au bout d'une dizaine d'années. Mais nous avons perdu dans un format où les gens sont mieux armés, mieux équipés, mieux renseignés. Mais nous avons perdu plus de militaires au Mali qu'au Togo. Donc, en réalité, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos forces armées togolaises, pour qui je profite de votre plateau, vous savez, j'ai un gros attachement avec les forces armées togolaises. Pour leur présenter mon soutien, mes encouragements qui continuent à tenir comme ils tiennent. Mais on ne peut pas dire que les forces armées togolaises ne sont pas taillées pour la tâche. Parce que quand vous prenez le nombre d'attaques qui sont déjouées, sur lesquelles les services de renseignement ne parlent pas, et le nombre d'attaques qui réussissent, en règle générale, le ratio est en notre faveur. Mais donc peut-être il faudra-t-il communiquer beaucoup sur les attaques qui sont déjouées. Non, parce que si vous avez des gens qui vous renseignent, c'est le propre de tous les services de renseignement. Si les gens vous renseignent et que vous arrivez à déjouer une attaque, mais si vous en parlez publiquement, ça veut dire que vous êtes en train de faire griller les gens qui vous renseignent parce que parfois, c'est la seule personne qui avait l'information. Donc non, tant que l'attaque est déjouée, tant mieux, on n'en parle pas. Mais quand elle arrive, on en parle, c'est normal. C'est ce qu'il fait partout d'ailleurs. Ce n'est pas le propre du Togo. Partout, quand on prenait un pays comme la France, souvent, c'est pour un attentat réussi, il faut compter 15 ou 20 déjoués, mais on n'en parle pas. Parce que justement, le problème, le principe, ce n'est pas d'en parler d'abord pour créer la psychose, et puis secondo pour griller les sources. J'interrogeais tantôt la stratégie d'anticipation dans l'acquisition de matériel aussi pour les forces armées togolaises. On a vu ces derniers temps, on a annoncé l'acquisition de drones turcs. Ces genres d'équipements, pourquoi on ne s'est pas pris plus tôt? D'abord, c'est que, tu as raison. La première, c'est que la menace, elle est devenue vraiment physique à l'issue de l'attaque du 10 ou 11 mai. Avant, on avait eu des tentatives, des incursions, mais c'est l'attaque du 10 ou 11 mai qui a réellement montré que ces gens ils sont venus s'attaquer à un poste militaire. Avant, à Sanouaga, tout ça là, on a eu des excursions, ils sont repartis. Et en 2019, on avait des gens qui sont arrivés dans la zone qu'on a interceptée, qu'on a renvoyée au Burkina Faso. Donc la première attaque réelle, c'était donc l'attaque du 10 ou 11 mai. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les drones Bayketa, qui sont très bons, tout le monde se bouscule pour les avoir. L'Éthiopie en a, aujourd'hui, je suis sûr que le Niger en a eu tout récemment, je suis sûr que même le Bénin peut-être en a commandé, voilà. Donc, deuxième élément, c'est que il faut les commander. Donc, la liste d'attente est là. Troisième élément, il ne coûte pas le prix d'une Toyota. Donc, il faut ensuite trouver les ressources pour les acheter. Quatrième élément le plus important, c'est la formation du personnel. Parce que je ne vais pas rentrer dans des détails sur ce qui s'est passé dans la nuit de Tabaski. Peut-être qu'on en parlera. Oui, bien sûr. Mais c'est que il y a toute une chaîne de commandement qu'il faut mettre en place. Il faut former les opérateurs. C'est pas évident parce que l'optronique l'optronique, c'est l'association entre l'électronique et l'optique. C'est-à-dire que quand par exemple vous faites de la vision nocturne en caméra thermique ou en caméra infrarouge, j'espère que les téléspectateurs me suivent, c'est du matériel de pointe et il faut former le personnel là-dessus. Donc, ce qui fait que moi je trouve quand même qu'entre l'attaque qu'on a eue le 11 et le déploiement de ces drones, je pense que les délais ont été plutôt très courts. Je ne sais pas si la commande avait été faite avant, j'en sais rien du tout, mais je sais que le ministre de la Sécurité, quand il est venu nous rencontrer au CPC, il nous avait dit quand même que le Togo a mis les moyens pour l'acquisition de l'équipement nécessaire à ce genre d'opération. Oui, mais donc, on a mis du temps pour commander... j'en sais rien, je dis la liste d'attente est là, peut-être que ça fait une année qu'on a commandé. Vous savez qu'actuellement les Ukrainiens, c'est ces drones-là qu'ils utilisent pour faire la guerre en Ukraine, donc du coup, aujourd'hui, tout le monde s'arrache. Les Éthiopiens, pour reprendre l'offensive sur le nord du Tigré, c'est grâce à ces drones-là. Donc du coup, aujourd'hui, tout le monde s'arrache. Ces drones qui sont, certes, comparativement à des Raptors américains moins chers, plus faciles d'utilisation, mais quand même, on parle quand même de drones qui peuvent acquérir une cible à près de 1500 d'altitude. C'est quand même... Honnêtement, ce truc-là, c'est des drones qui sont très fiables et tout le monde veut se l'arracher. Mais justement, donc quand on les met en service, on suppose que le personnel a été formé. Vous avez évoqué tantôt ce qu'on a appelé la bavure. Oui, parce que l'état-major a reconnu quand même que c'était une bavure. Oui, donc avec les enfants qui ont été confondus à une colonne djihadiste. En tout cas,
vous, je vous ai lu communiquer sur le sujet, vous avez juste relevé la responsabilité des forces armées togolaises. Oui, parce que l'on reconnaît. Un peu trop facile. Non, vous savez, moi, je raisonne, c'est peut-être mon tort, je raisonne sur le plan opérationnel. Il y a de l'émotion. Dès que j'ai appris le truc, j'ai même fait un poème sur cette bavure-là. En tant que père, personne n'imagine que son enfant sorte et qu'au retour, on vous dit que l'enfant a été tué par une frappe fratricide. Donc, c'est vrai que je ressens l'émotion, le chagrin des parents, des proches, des amis de ces enfants. Mais il n'en reste pas moins que, et je salue le fait que pour une fois d'ailleurs, vous savez, au Togo, ici, on ouvre les enquêtes, on ne les ferme jamais. Il y a tellement d'enquêtes qui sont ouvertes que, honnêtement, voilà. Pour une fois que l'armée a dit, on fait une enquête, et quelques jours plus tard, on dit, oui, nous reconnaissons que nous avons commis une erreur. Mais le problème, c'est, je parlais tout à l'heure de l'optronique, c'est que vous avez des renseignements. Et quand vous regardez le déroulement, vous comprenez que c'est sans aucun doute. Moi, je ne fais que des conjectures, mais je me permets de les faire parce que l'armée a reconnu quand même qu'il y a eu une bavure. Mais sans aucun doute qu'il y avait un renseignement concernant une attaque imminente, puisque l'attaque finalement est intervenue 48 heures plus tard. Donc, des renseignements plus ou moins fiables qui parlaient d'une attaque imminente. Et puis, si on vous dit, vous avez une attaque imminente, vous avez des jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, pour beaucoup de populations de la zone, il n'y a pas de frontière là entre le Burkina, machin, tout. Les gars, ils vont dans le village du coin, ils sont tous de la même ethnie et tout ça. Donc, si à partir de minuit, 1 heure, vous avez des personnes qui progressent sur des vélos, ça aurait pu être à pied, parce que vous savez, l'attaque du 10 ou 11 mai, sur le mode opératoire, c'est que les gens, ils ont garé les motos à distance et ils ont fait le reste du parcours à pied. Donc, vous avez des gens, 7 ou 8 personnes, qui sont en progression sur un itinéraire nord-sud, c'est-à-dire que zone de menace vers zone habitée. Et vous arrivez à prendre en compte ces éléments. Je ne justifie pas, je pense, je l'ai dit dans ma publication, que les règles d'engagement doivent être améliorées pour faire en sorte que quand on a ce genre d'informations, c'est comme dans les films, hein, il y a quelqu'un qui reste en contact et puis on dit aux troupes au sol, allez vérifier, allez faire une acquisition de l'objectif. Moi, je pense que ça doit, logiquement, il faut pouvoir faire ça pour éviter ce genre de drame. Mais il n'en reste pas moins que si vous avez une information concernant une attaque imminente, que vous voyez des personnes qui sont en train de progresser du nord vers le sud, c'est-à-dire que de la zone frontalière vers des villages, et comment vous dites, si ça se trouve, ces personnes-là vont s'en prendre aux gens dans le village. Malheureusement, 2 jours plus tard, c'est ce qui s'est passé. Vous décidez d'acquérir l'objectif. Ça fait une bavure, mais aujourd'hui, quand on prend les plus grandes armées du monde, on a ça quasiment quotidiennement. C'est vrai que parfois on ne communique pas là-dessus, parfois on ne reconnaît pas pour des questions de propagande. Mais ça arrive malheureusement. Des populations peuvent, leur responsabilité peut être engagée. Aujourd'hui, il y a un état d'urgence dans la région des Savanes, mais comment comprendre que des enfants, dans ce contexte-là, au-delà de minuit, soient autorisés à Non, au fait, circuler? il faut aussi le dire, c'est que pour le moment, le gouvernement, à mon sens, vous savez, j'ai toujours eu la liberté de parole. Cet état d'urgence-là n'est pas très clair. Excusez-moi du peu, j'ai dénoncé même le fait que l'ordonnance mettant en place de l'état d'urgence dit que dès qu'on déclare un état d'urgence, on vient saisir l'Assemblée immédiatement. Là, maintenant, on est dans les 2 ou 3 mois où l'état d'urgence est là. Nous, en tant que députés, nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. Et aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a un couvre-feu. On a dit état d'urgence dans la région. Mais quel est le contenu de cet état d'urgence? On n'en sait rien. On n'a pas établi, en tout cas, moi, je n'ai pas lu un communiqué établissant, comme on l'a fait dans le Grand Lomé. Entre-temps, établissant un couvre-feu. Donc, sur le fond, quels sont les mécanismes réels qu'il y a derrière l'état d'urgence? On ne sait rien. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on engage la responsabilité des populations pour 2 raisons. La première, c'est que comme je le dis, on n'a pas dit il y a un couvre-feu pour qu'on dise ah tiens, il y a une violation du couvre-feu. Premier élément. Parce qu'en réalité, s'il y avait un couvre-feu, ça veut dire que en fait, les voies d'accès, par exemple, à la zone du nord auraient été absolument barricadées. Et deuxième élément, excusez-moi du peu, même quand quelqu'un viole un couvre-feu, il ne meurt pas. Il peut être appréhendé, amendé, tout ça. Mais la sanction de la violation d'un couvre-feu, ce n'est pas la mort. Donc on peut absolument, mais sous aucun prétexte, dire que c'est la responsabilité des personnes. Si quelqu'un viole un couvre-feu, on l'attrape, on lui met en amende, et s'il ne paie pas, direction prison. Mais on ne trouve pas la mort en violant un couvre-feu.
Mais je pense qu'il faut vraiment retravailler là-dessus, parce que pour le moment, c'est confus. C'est-à-dire que je suis, comme vous l'avez dit, je suis président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, je suis député, mais si quelqu'un me demande aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans le couvre-feu, dans l'état d'urgence sécuritaire, je ne peux pas dire, parce que je suis au courant de rien. Oui, mais pourquoi vous n'usez pas de votre droit d'interpellation On l'a fait. Pour comprendre davantage. On l'a fait, et puis là, nous sommes en intercession, donc on espère. Normalement, c'est dit immédiatement. Donc ça veut dire que dès que l'état d'urgence a été mis en place le 11 mai, je pense, et non, le 11 juin, dès que l'état d'urgence est mis en place, automatiquement, le 11 juin, voilà, justement, automatiquement, nous, on a eu une plénière le 13, automatiquement, le 13, le gouvernement vient à l'Assemblée nationale pour dire, voilà, on a mis là en place l'état d'urgence. Voilà la raison pour laquelle on a mis, qu'est-ce qu'on met dans l'état d'urgence, et l'ordonnance dit, régulièrement, l'Assemblée nationale est tenue régulièrement informée de l'évolution des mesures prises par le gouvernement. Donc ça veut dire que quand il arrive ce qui est arrivé, automatiquement, on vient à l'Assemblée nationale et dit, voilà, il y a eu ça. Et voilà les nouvelles mesures qu'on a prises. Parce que nous sommes représentants de la nation, nous sommes supposés remonter, informer et peut-être sensibiliser la population. Mais de l'autre côté, est-ce que cette frappe peut être dissuasive pour les djihadistes si elle était, les gars, ils sont revenus 2 jours plus tard, ils ont fait une attaque environ 2 jours, et la deuxième journée, c'est 4 villages qui ont été agressés, et c'est le bilan le plus lourd qu'on a eu, parce qu'on parle quand même d'une trentaine de... voilà, donc c'est, à la limite, c'est-à-dire que si la frappe était une démonstration de force, les djihadistes ont montré que ils font fi de ça, parce que le lendemain, ils sont venus, ça veut dire qu'ils ont pu s'approcher des villages sans être interceptés, ça veut dire qu'ils ont pu faire leur action sans être interceptés. Le pire, c'est qu'ils se sont quand même repliés sans être pris à partie. Donc ça veut dire que, certes, les drones, ce que je dis souvent aux gens, attention, ne donnez pas l'impression que les drones font tout. Parce qu'un drone, c'est un secteur qui couvre. Et si vous avez, par exemple, même si vous avez 2 drones ne peuvent pas couvrir en permanence, par exemple, 100 km de frontière. Parce qu'à la limite, c'est quoi? C'est des caméras. OK? La caméra, si elle ouvre le champ, il n'y a pas de détail. Parce que si elle ouvre le champ, par exemple, pour couvrir simultanément, mettons, 3 km de front, il n'y a aucun détail. C'est-à-dire que quand une personne est dans les 3 km, elle ne voit rien. Donc, pour avoir du détail, il faut qu'elle descende peut-être à 10 ou 15 mètres de résolution. Et à partir de là, c'est vraiment un tout petit espace qu'elle couvre. Et il faut traverser. Or, vous oubliez que la zone aujourd'hui frontalière du Togo, elle est celle de savane, mais il y a énormément de bois, de petites forêts isolées qui existent. Et si quelqu'un dans ces zones-là, vous ne pouvez pas le trouver, vous ne pouvez pas le débusquer. Et donc, si les gens font le coup de feu et ils rentrent là-bas, vos drones ont beau tourner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la vision thermique. Mais souvent, la vision thermique, il y a une altitude minimum pour pouvoir l'activer. Donc, si vous êtes très haut, vous ne pouvez pas activer la vision thermique. Il faut descendre, ainsi de suite. Et on ne peut pas descendre chaque fois qu'on a un petit bois. Donc, les drones ne règlent pas le problème. Les drones, certes, c'est un moyen de dissuasion, c'est un moyen de surveillance, c'est vrai. Mais ça ne règle pas le problème. Si ça réglait le problème, l'armée américaine a fourni des drones au dispositif Barkhane pendant longtemps. On n'a pas pu empêcher la commission de crimes et d'actes terroristes et de sabotage régulièrement au Mali. Même si au Mali, c'est quand même 1 million de kilomètres carrés. Mais dans les villages, dans nos pays, on sait que tout le monde connaît tout le monde. On voit un peu ceux qui sont des étrangers, on les connaît. Ça veut dire qu'il y a des formes de complicité au niveau des populations. Qui vous a dit que les djihadistes sont des étrangers? Vous avez intercepté des gens. Qui vous dit, j'ai parlé tout à l'heure de la précarité. Si par exemple un jeune se fait radicaliser et revient rester dans son village, pourquoi est-ce que quelqu'un ira le dénoncer? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des terroristes. Quand vous regardez le mode opératoire qui s'est passé la semaine dernière au niveau des villageois, on se rend compte quand même qu'on n'est pas venu cogner à toutes les personnes, à toutes les portes, en disant sortez. On allait chercher les gens dans leur maison. La plupart des gens qui ont été exécutés, on allait les chercher dans leur maison. On a épargné les femmes et les enfants, Dieu merci, mais on allait les chercher. Donc ça veut dire que les gens, ils connaissent le milieu. Que même quand on prend l'attaque du 10 mai, vous vous rendez compte quand même que les gars, ils savaient où se trouvait la mitrailleuse, puisque c'est elle qu'ils ont détruit en premier, enfin la Jeep de la mitrailleuse. Ils savaient où se trouvent les gens. Donc ça veut dire que la plupart du temps, c'est extrêmement rare que les attaques, qu'il n'y ait pas de reconnaissance sur les lieux de l'attaque. Et quand il y a reconnaissance, les militaires, ils ne sont pas non plus des gens qui dorment sur les yeux. Quand ils voient par exemple quelqu'un qui arrive vers eux, qu'ils ne connaissent pas, dans ce climat-là, ils l'interrogent. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai eu des zones où il y avait eu des attaques avec des morts, et quand on a fouillé, la plupart des gens qui renseignaient,
C'était les jeunes qui venaient faire gobi. On appelle ça gobi là-bas. C'est-à-dire que quand vous mangez, ils viennent, vous mangez, vous leur donnez. Ils lavent les assiettes. Et quand tu as quelque chose, tu as oublié ton téléphone dans la chambre, tu lui dis au petit, ben, écoute, va me prendre mon téléphone dans la chambre. Parce que moi, l'attaque, par exemple, du 7 au 8 juillet 2004 à Goïtafla, quand nous sommes arrivés, beaucoup de personnes avaient été exécutées sur leur lit. Donc ça veut dire que les gars, ils sont rentrés dans le poste en sachant où est-ce que les gens dorment. Ils ne sont pas trompés de bâtiment. Donc c'est peut-être parfois une erreur de penser que ben, toutes les personnes qui sont là, ils viennent de quelque part. La plupart du temps, c'est des gens qui tournent avec nous. C'est pour ça que je vous dis que la guerre asymétrique est extrêmement difficile parce que les gens, la différence entre un paysan et un combattant, bah, c'est une Kalachnikov. Donc si le paysan cache sa Kalachnikov, il devient paysan. Mais dans la zone, dans le nord du pays, dans la région de Savane, on assiste au premier déplacement de population, malgré donc l'appel du gouvernement à ne pas céder à la panique. C'est dire que ce milieu va davantage s'appauvrir. Ben bien sûr. Ben là, c'est une vraie catastrophe. Nous sommes en saison des pluies. Les gens ont cultivé, il y a de cela 2 semaines, le vrai problème qui se posait au niveau de nos frères de la région de la Savane, c'est l'engrais. Moi, j'ai été saisi à plusieurs reprises. Le système qu'on a mis en place, j'ai même interpellé le ministre de l'Agriculture par rapport à ça. Le système mis en place ne nous permet pas de récupérer l'engrais, tout ça. C'était le problème. Ben, aujourd'hui, le problème, c'est de sauver leur vie. Et là, nous sommes en saison pluvieuse, donc les gens abandonnent leurs champs et vont se réfugier dans les zones urbaines pour pouvoir être protégés. Donc la première menace qui se pose, c'est d'abord une menace alimentaire qui se pose. Ensuite, maintenant, vous avez une menace sécuritaire parce que j'ai parlé tout à l'heure des fameux 30 km de No Man's Land. Ben, si on finit par se retrouver aussi avec un No Man's Land dans la zone du Togo, ben, ça veut dire qu'en réalité, pour le moment, sans avoir fait de grandes actions d'éclat, sans avoir peut-être perdu beaucoup de personnes, les terroristes sont en train de gagner. Parce que dans le mot terroriste, il y a la radicale terreur. Et l'objectif des terroristes, c'est de créer suffisamment de terreur pour faire en sorte que vous, gouvernement, vous finissez par vous retrouver à gérer vos populations, tout simplement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais, M. Gilles Boko, si aujourd'hui vous habitiez une de ces zones, Pepa Kandi, Sanoraga, tout ça, et que vous savez quand même que la nuit, même quand une chèvre est en train de gratter son dos contre le mur, vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui vient avec un couteau tout autour de vous, vous ne pouvez pas rester. Parce qu'ils ont réussi à créer un climat d'insécurité où personne n'est aujourd'hui à l'abri. C'est-à-dire que les gens se sont dit, mais si malgré tout le déploiement militaire qu'on a, les gens puissent traverser, venir nous, je ne vais pas utiliser le mot, venir nous exécuter et repartir dans cette inquiétude, ça veut dire que personne n'est en sécurité. Donc oui, moi-même, j'aurais été à la place de ces personnes-là, que je prends ma famille et puis je m'en vais. Mais comment les rassurer alors? Ça va être compliqué. Il va falloir que d'un côté, ce qui serait bien, c'est qu'on a une victoire franche de nos forces de sécurité contre ces personnes-là. Mais comme c'est un ennemi invisible, c'est très compliqué. Il faut renforcer, pour moi, il faut renforcer la présence militaire dans la zone. Il faut la renforcer. Il faut montrer aux gens quand même les muscles des forces armées togolaises. Et je pense que c'est le temps aussi qui peut régler le problème. Si d'ici 1, 2, 3 mois, on se rend compte que rien ne se passe, les gens vont revenir. Vous voyez en Ukraine, quand ça a commencé, tout le monde est parti. Après, on s'est rendu compte que des zones comme Kiev ou la zone ouest est plutôt épargnée parce que tout le monde est attaché à ses ancêtres en Afrique. Personne n'a envie de quitter sa maison. Là où on a enterré les ancêtres, là où on a, chez nous, les lossos, là où on a mis nos arcs, et donc nos totems, personne n'a envie de partir laisser son totem. Or, le totem est rattaché au territoire. Donc les gens partent aujourd'hui pour sauver leur vie. Et si au bout de 1 ou 2 ou 3 mois, on se rend compte que finalement rien ne se passe, oui, ils reviendront. Mais au même moment, je ne peux pas en vouloir aux gens qui partent. Parce que l'ennemi aujourd'hui, il est invisible. On ne peut pas l'identifier. Et son mode opératoire est très furtif. Et donc à partir de là, personne n'est en sécurité. Je ne sais pas si c'est possible, je dois parler à novice, mais est-ce qu'il est possible de mettre, comment on dit, autour de chaque village, je ne sais pas comment vous l'appelez, s'il faut parler de garnison, de checkpoint, non, vous savez, bon, détachement de militaires. La zone sahélienne, elle n'est pas comme des villages dans le sud où vous avez un village compact. C'est-à-dire que vous avez, quand du village, là, c'est village. Dans la zone des savanes, on vous dit village et vous dites, mais le village commence à partir d'où? Parce que on va vous dire, vous rentrez dans le village de Namudjoga, par exemple, Namudjoga,
vous commencez à avoir des maisons à peut-être 5 km. Et on dit, ah, on est rentré dans le village de Namodjiga. Ok, d'accord. Ben, vous continuez. Et puis, au moment où vous ne voyez pas de village, on est toujours pas arrivé, on dit, maintenant, on a fini, on est parti. Donc, c'est extrêmement compliqué. Sauf à forcer les gens à se regrouper. Ce n'est pas le mode d'habitation de cette zone. Donc, non, on ne peut pas mettre un militaire... Aujourd'hui, je réfléchis sur la manière. Oui ou non, aujourd'hui, c'est d'abord réussi peut-être à étanchéfier la zone du Sahel. Mais ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que le grand danger, c'est que si aujourd'hui une bonne partie de ces djihadistes-là, terroristes ou bien tout ce que vous leur donnez, s'il y a des Togolais dedans et qui sont dans des cellules dormantes, donc ils sont déjà dans les villages et qui vous regardent. Parce que je prends encore ce qui s'est passé la dernière fois. C'est pas comme si on a localisé une colonne qui était en train de remonter et qu'en ce moment-là, ben, le drone va l'intercepter et puis voilà. C'est-à-dire que si, par hasard, ces personnes étaient en réalité parmi nous. Parce qu'une Kalachnikov, vous tirez, vous creusez un trou, ou bien même vous soulevez dans les, vous savez, les pailles là. Vous soulevez la paille, vous la mettez dedans, vous recouvrez les pailles de grenier, et puis vous êtes là. Si vous avez fait le mouvement la nuit avec le truc, le cache-nez et tout ça, pas cache-nez, le truc qui met sur le visage. Ben vous revenez, vous cachez ça, vous ressortez. On dit, on regroupe, que tous les villages se regroupent, ben vous sortez avec eux. Comment est-ce que vous faites? C'est ça en fait le danger de la guerre asymétrique. Et c'est là où je dis que la solution, au-delà bien entendu de la préparation militaire pour être en mesure de riposter, la solution c'est de pouvoir trouver, mais une fois uniquement que ces personnes sont identifiées. Parce que, ben, par exemple, vous prenez les deux grands groupes qui existent, donc le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et donc l'État islamique au Grand Sahara, les deux grands groupes, ben, en réalité, on ne les connaissait pas implantés au Togo, même au sud du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, quels sont les gens qui font les actes? Parfois, vous savez, ces mouvements-là aussi, quelqu'un fait l'action, il les appelle pour dire qu'il les a fait en leur nom, et eux, c'est du pain béni, c'est gâteau, cadeau, ben, ils disent oui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc aujourd'hui, pourquoi? Mais je vais finir par dire une chose. En réalité, quand vous prenez toute la zone, aujourd'hui, c'est uniquement la possession, parce qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent, qui fait que tous les différents, parfois, qui étaient des différents ethniques, sont devenus militaires et parfois associés au djihadisme. Vous avez eu régulièrement, par exemple, des oppositions entre les autochtones et les Peuls. Ça se trouve au Togo, ça se trouve au Burkina Faso, en Guinée, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la distribution et le fait que les armes sont plus facilement accessibles fait que ces différents finissent par le coup de feu. Soit par les populations autochtones, ou bien par les populations nomades. Et donc, aujourd'hui, vous imaginez tout simplement s'il y a un différent entre un groupe de bouviers et un village qui finit par se régler par une attaque, on va dire que c'est des terroristes. Est-ce que c'est vraiment des terroristes? Tant qu'il n'y a pas une revendication. Donc, tous les problèmes entre, par exemple, les Dogons et les populations, entre les Peuls et les populations autochtones, entre les Touaregs et les populations autochtones, alors que ces problèmes-là, autrefois, ont toujours existé, même depuis les indépendances, se transforment aujourd'hui en action de guerre et donc en action terroriste, tant qu'il y a des coups de feu. Aujourd'hui, dès que ça tire, que c'est des populations civiles, quand on voit des gens qui ne sont pas armés, machin, tout le monde dit que c'est des terroristes. Est-ce que les conflits, les incompréhensions politiques peuvent nourrir ce terrorisme au Togo aussi? Au Togo, non, je ne pense pas. Vous avez, à l'issue de l'attaque, par exemple, du 10 ou 11 mai, toute la classe politique de façon unanime a condamné. À l'issue même de la dernière attaque aussi, il y a quasiment tous les partis politiques qui ont condamné. Je ne connais pas de parti politique aujourd'hui qui oserait s'aventurer sur ce terrain-là parce que c'est le pays qui est attaqué. Ça ne vient pas d'une région du sud, d'une région centrale. Aujourd'hui, nous avons une attaque qui vient de l'extérieur. Et donc, je ne vois pas un seul parti politique qui se risquerait sur ce chemin-là. D'une part, parce que les gens qui vont les attaquer, on ne les connaît pas, on ne sait pas d'où ils viennent. Et puis, d'autre part, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une union nationale derrière nos forces de défense. Vous savez... Est-ce que les communiqués suffisent à votre niveau pour dire qu'il y a une union nationale? Non, les ne suffisent pas. Mais moi, je reproche au gouvernement le fait aussi de traiter ce problème-là tout seul. C'est-à-dire que moi, j'aurais souhaité qu'à l'issue de certaines actions comme ça, si le chef de l'État peut, par exemple, aller dans la zone de Dapan pour parler aux populations, je pense que ce n'est pas forcément parce que lui, il est d'abord le chef suprême de l'armée, mais je pense qu'une délégation de partis politiques
Dieu merci, on a même actuellement le CPC, une délégation de représentants de partis politiques conduite peut-être par le ministre d'État ou le ministre de la Sécurité peut aller sur le terrain pour marquer le soutien. Mais nous sommes volontaires, mais on ne peut pas forcer parce que si on ne nous appelle pas, on ne peut pas y aller. On l'a exprimé au niveau du CPC à l'époque, même avant qu'il y ait l'attaque du 10 au 11 mai, on avait dit nous souhaitons apporter notre soutien aux forces de défense et peut-être même aux populations du Grand Nord. Mais pour cela, c'est qu'il faut que ça s'ouvre. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire ce que nous faisons, de communiquer et monter notre soutien. On n'a pas non plus envie de prendre une délégation des acteurs politiques qui disent on va y arriver et que ça pose un autre problème sécuritaire aux militaires qui vont être chargés maintenant d'assurer notre sécurité et donc peut-être perturber ce qui existe déjà. Donc pour le moment, on respecte, mais si demain on nous donnait le OK, c'est avec beaucoup de joie qu'on irait appuyer nos forces de défense. Vous imaginez tout simplement que c'est quand même nouveau qu'aujourd'hui, qu'il y ait des attaques et que vous ayez l'ensemble de la classe politique, je ne vais pas citer les partis politiques, mais longtemps, il y a toujours eu un schisme, une abysse même quasiment, entre des partis politiques et les militaires. Combien de fois on n'a pas fait des manifestations où les gens ont hué sur les forces de défense? Mais aujourd'hui, voir cette unité d'intention, cette union, cette communion même, de l'ensemble des forces politiques en disant soutenons les forces militaires, ben voilà, moi je trouve que c'est beau. Et il faut que le gouvernement aille plus loin et en associant et la société civile et les partis politiques dans cette communion pour dire à nos forces militaires qu'on les soutient, qu'on est derrière elles et que nous sommes prêts à les accompagner du mieux qu'on peut. Mais pour montrer aussi aux populations du Grand Nord que nous sommes dans la compassion et que nous vivons les difficultés qu'elles vivent dans cette région-là. Nous les vivons aussi dans notre chair. Ouais, mais je rappelle aux fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent continuer de nous écrire 96 46 10 31 précédé de l'indicatif plus 228 228 96 46 10 31. Directement, ça fera le plaisir de vous répondre dans la seconde partie de New World Forum. Vous expliquiez, à raison d'ailleurs, que les facteurs de l'expansion du terrorisme, c'est la pauvreté. Mais ces attaques ont lieu dans un contexte un peu difficile, avec la crise de la maladie à coronavirus, ajoutée à l'inflation, ce que vous appelez la vie chère, plus les déplacements de population. Finalement, ça risque de constituer un cocktail Molotov, enfin, un cocktail dangereux. J'ai été l'une des rares personnes en février-mars à condamner la guerre en Ukraine, en disant les conséquences, c'est pas... Si c'est une question de militaires russes contre les militaires ukrainiens, quand vous êtes militaire, vous êtes préparé à mourir pour votre pays. À la limite, c'est la plus belle mort d'un militaire. Mais les conséquences, et aujourd'hui nous y sommes, nous avions déjà le coronavirus, aujourd'hui, et la guerre et les sanctions font que le prix du carburant, je ne me pas souvenir qu'on a eu une fois, en tout cas de mon vivant, le carburant, l'essence montait à 700 francs. Je n'ai pas souvenir. Le gasoil, c'est à 820, je pense. Le prix a pratiquement doublé en 2 ans. En 2 ans, le prix a doublé. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces conséquences. Donc, prenez la zone du Sahel. Donc, cette année, on a quitté 12 500 l'engrais pour monter à 18 000. Premier choc. Deuxième choc, c'est qu'un système qu'on a mis en place a empêché un certain nombre de personnes d'avoir cet engrais-là, même quand ils étaient prêts à faire l'effort d'avoir l'engrais. Donc, deuxième choc. Troisième choc, on vient de monter le carburant à 700 francs. Donc, ça veut dire que, en réalité, pendant que le gouvernement a mis le plan d'urgence dans la région centrale, 288 milliards, mais pendant qu'on est en train de dire, OK, on fait des histoires, mais c'est que ce qui touche directement au vécu du quotidien, fait que la misère va être encore plus importante. Et je l'ai dit tout à l'heure au milieu de l'émission, c'est que celui qui avait cultivé son champ, qui a même mis l'engrais, qui a mis le truc là, la personne qui vient de quitter son champ pour aller se réfugier parce que, mon frère, la vie là, on dit Agbe Baragnon ou coup, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être vivant avec des problèmes que mort. Donc vous imaginez le truc dans lequel nous sommes en train d'aller. C'est-à-dire que déjà dans la région, dans le reste de la région, c'est difficile, mais vous imaginez ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Donc oui, aujourd'hui, on est dans une situation explosive.
Et nous espérons tout simplement que d'un côté, les Russes et les Ukrainiens, ils sont des frères, ils vont s'entendre pour arrêter leur histoire. Et que... Vous mettez l'accent sur les Russes et les Ukrainiens, mais ceux qui entretiennent cette guerre... Il y a, dans la guerre russe, d'Ukraine, il y a un seul agresseur, il s'appelle la Russie. Maintenant, après, tous les phénomènes, tous les effets collatéraux... Quand vous prenez la guerre à partir de 2022, vous parlerez de la Russie, mais la Russie s'est fait entendre depuis des années à des exigences que personne n'a entendues. Moi, quand vous prenez les événements... Oui, mais on ne va pas faire un débat sur la guerre d'Ukraine, mais je considère que c'est un peu comme l'Afrique. L'Afrique a été morcelée. Je considère que les frontières, une fois qu'elles ont été reconnues par l'ensemble des concitoyens, y compris par l'ONU, une fois qu'on a ces frontières-là, on s'en tient à ça. Parce que dès que vous commencez à remettre en cause les limites territoriales, c'est que vous ouvrez une boîte de Pandore qui ne peut pas se refermer. Aujourd'hui, vous pensez bien, nous, les Togolais, on peut se lever un matin pour dire que nous revendiquons. Mais que pensez-vous des inquiétudes de la Russie mais tous les pays ont des inquiétudes. À l'installation de l'OTAN à ses portes? Je rappelle aussi, bon là je vais peut-être faire une petite parenthèse, mais je rappelle quand même que avant la guerre d'Ukraine, nous avons 3 pays baltes, la Lituanie, l'Estonie et puis la Lettonie, qui ont des frontières physiques. 3 pays baltes qui sont des pays de l'OTAN, qui ont des frontières physiques avec la Russie. Premier élément. Deuxième élément, en 2008, l'Allemagne et la France, lors d'un sommet qui devait parler de la possibilité de la rentrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ont mis leur veto. Vous savez très bien, on l'a vu tout récemment avec l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, que pour qu'un pays ne soit même admis comme candidat, il faut l'unanimité. Et en 2008, la France et l'Allemagne avaient dit clairement, nous ne voulons pas de l'Ukraine dans l'OTAN. Ça a été assez clair. Maintenant, après, que des pays ont des inquiétudes, je les reconnais, mais c'est ce que dit aujourd'hui. Nous, on aimerait bien, parce que notre pays qui est plus loin comme ça, là, nous, on aimerait bien qu'il grossisse un peu, et donc on aimerait bien récupérer le Togo britannique. Mais est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas parce que il y a eu des frontières qui ont été reconnues par les Nations Unies, et ces frontières, on les respecte. Ce n'est pas parce que nous sommes forts. Bon, ce qui n'est pas le cas, je ne nous vois pas en train d'attaquer le Ghana, mais si nous-mêmes nous étions forts, ce n'est pas pour autant que nous irons attaquer le Ghana. Quand vous prenez même par exemple le conflit entre le Cameroun et le Nigeria, sur l'enclave de Kabila, ça a été réglé par l'ONU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons mis en place des mécanismes internationaux de règlement des conflits entre les États, et nous ne pouvons pas uniquement, sur la base de notre force, décider d'envahir notre État parce que nous considérons que nous avons des inquiétudes qui ne sont pas assouvies. Je rappelle encore, parce que parfois, vous savez, quand on discute de ça, on ne prend pas le temps de regarder. Aujourd'hui, vous avez la Finlande qui a quasiment le double de la frontière, le double de la taille de la frontière que l'Ukraine a avec la Russie, qui dit, moi, je vais rentrer dans le temps, et puis la Russie dit, pas de problème. Oui, est-ce que la Russie a dit pas de problème? La Russie n'a pas encore dit son Non, dernier mot la Russie, sur Poutine a dit, la Finlande veut rentrer dans l'OTAN, tant mieux. Ce que nous ne souhaiterons pas, c'est qu'on mette des armes qui menacent la Russie. Mais si vous voulez rentrer, il n'y a pas de souci, ils font ce qu'ils veulent, ils sont souverains. Donc c'est ça. Bon, maintenant après, moi, vous savez pourquoi est-ce que je suis souvent très touché quand on parle de la guerre d'Ukraine? Ce n'est pas les militaires, je dis encore, mais aujourd'hui vous avez 7 millions de personnes. On aura peut-être le temps de revenir voilà, sur le sujet. Vous avez 7 millions de personnes qui aujourd'hui... une pause. Donc, une pause pour une édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de Niveau de Forum.